Bonjour, je m'appelle Jenna et vous écoutez Nos Voix Trans. Tout de suite, il faut qu'on parle de l'éléphante dans la pièce, c'est-à-dire ma voix. C'est un peu paradoxal, un podcast qui s'appelle comme ça, avec la voix que j'ai actuellement. J'espère qu'elle n'est pas trop désagréable et j'espère qu'elle s'améliorera au fil des épisodes. C'est ma nouvelle voix et son arrivée dans ma vie m'a, dans un sens, poussé à me lancer enfin dans ce projet. C'est après tout une voix trans, un peu particulière, qui est passée par une transition un peu radicale. J'espère qu'elle vous plaira autant qu'à moi. Quand j'ai rencontré Jill Maudroyer, c'était une magicienne de l'ombre. J'étais très impressionnée. Je savais que j'avais envie d'en savoir plus, sans oser demander. Elle gère en coulisses les outils numériques d'une formation politique et ne rechigne pas à prendre parfois la parole devant des milliers ou des millions de personnes pour rendre clairs des principes et des concepts compliqués ou arides. Elle est maintenant en première ligne. Je suis toujours impressionnée et je suis aussi heureuse qu'elle ait accepté de venir nous raconter son parcours et ses combats. Bonjour Gilles. Bonjour Jenna. Merci d'être venue. Merci à toi de m'avoir invité. On commence cette série en décidant dès maintenant que le premier enregistrement sera aussi le premier épisode. Et on va commencer par toi, ta présentation. Comment t'as découvert le concept de transidentité ? Je pense que il y a autant de manières de découvrir le concept de transidentité que de personnes qui en parlent. Enfin, c'est peut-être un peu exagéré de dire ça, mais il y a une manière que j'ai vécue, je pense, comme plein de gens, de découvrir la transidentité qui est pas racontée par les personnes trans, qui est la transidentité qu'on voit dans les films, qu'on voit dans les médias, et encore, j'ai même pas le souvenir que ça me soit beaucoup arrivé quand j'étais ado, par exemple. La manière qu'il y a aussi dans le discours qu'on peut avoir dans son entourage, dans ses amis, dans sa famille, etc., qui d'ailleurs souvent parlent de transidentité sans la nommer, ou en tout cas en la nommant autrement, péjorativement, ou en nommant simplement des choses, le fait de ressembler au genre qu'on n'est pas censé avoir est fortement puni dans la plupart des milieux que les adolescents peuvent fréquenter. C'était tôt dans ta vie ? Difficile à dire parce que du coup cette découverte-là, elle a pas une date précise, tu vois. Il y a quelques trucs marquants, genre les films d'Almodovar ou des choses comme ça dont si je fouillais, je serais capable de dire à quelle date je les ai téléchargés parce que j'archive ce genre de choses. Mais dire quelle est la première fois que j'ai entendu parler de quelque chose en lien avec la transidentité, qui évidemment du coup nommait pas la transidentité, je saurais pas le dire. Et souvent quand on en parle, dans les premières manières qu'on peut avoir d'aborder la transidentité, c'est pour dire que c'est pas possible, que ça n'existe pas. Oui. Si on est une fille, on est une fille, si on est un garçon, on est un garçon, et c'est comme ça. Donc c'est une première manière d'aborder au moins le sujet, et puis ensuite il y a vraiment découvrir la transidentité, qui souvent se fait au contact des personnes trans. Alors des fois on va croiser un reportage, quelque chose, bon moi j'avais pas la télé, donc ça m'est jamais arrivé, enfin, franchement, j'avais ni les réseaux sociaux ni la télé, pour ma génération je pense que c'était quelque chose d'assez rare d'entendre parler vraiment de transidentité autrement qu'en connaissant des personnes trans. Ouais. Et ensuite, j'ai découvert le concept de transidentité par d'autres personnes trans, en fait. Alors, grâce aux réseaux sociaux, mais je pense que beaucoup de gens découvrent vraiment ce que c'est la transidentité, et surtout découvrent, enfin pour les personnes trans c'est le plus important, c'est pas de découvrir la transidentité, c'est de découvrir que c'est possible de transitionner. Oui. Beaucoup de personnes trans du coup découvrent aussi par d'autres personnes trans, et c'est dommage parce que y a énormément de progrès à faire. Ça devrait pas être comme ça, on devrait pouvoir avoir l'idée de transitionner le plus possible, simplement parce que voilà, on sait que c'est possible, on nous apprend que c'est possible, il faudrait qu'on puisse savoir que ça fait partie du champ des possibles, comme à l'école, on essaie tant bien que mal, c'est très mal fait, mais il peut y avoir un petit quelque chose on essaie de t'expliquer que il n'y a pas que l'hétérosexualité qui existe. Oui. De la même chose, tout le monde devrait savoir que la transidentité existe à la fin de l'adolescence. Bon, c'est pas le cas. Si possible avant, si on veut pouvoir profiter des bloqueurs. Oui, même si possible, ouais. Mais je veux dire que à la fin de l'adolescence, tout le monde le sache,
si possible que ça s'apprenne le plus tôt possible, mais ça me paraît un objectif, tu vois, politique Oui. atteignable et raisonnable, quoi. Mais c'est vrai que le plus tôt possible serait l'idéal. Donc voilà, sans les réseaux sociaux, je pense que ça aurait été un parcours beaucoup plus compliqué. Je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, l'air de rien, parce que on a plus de représentation médiatique qu'avant des personnes trans, mais elles sont quand même encore énormément en dehors peut-être de certains médias qui traitent particulièrement des questions LGBT, elles sont encore énormément caricaturales, ces représentations des transitions. Elles sont soumises à un certain cis-gaze, un peu comme il y a un male gaze dans le cinéma, c'est-à-dire c'est le regard des personnes pas trans, enfin des personnes cis sur la transidentité généralement. Et souvent c'est un regard qui, même quand il est bienveillant, est très compatissant, met en avant les pires aspects de la transition, parce qu'il se veut bienveillant, justement, essaie d'être un peu politique en mettant en avant ce qu'il y a de difficile dans les transitions. C'est aussi un regard qui décourage les transitions, beaucoup. Oui. Si la seule chose que tu lis, même si tu t'informes beaucoup sur la transidentité, c'est les suicides, les violences que subissent les personnes trans, etc. Je peux comprendre que ça en freine certains, quoi, ou certaines. Donc, et c'est très bien du coup que tu fasses ce podcast. Le fait qu'il y ait un discours des personnes trans qui soit accessible sur la transidentité le plus possible, c'est quelque chose de très important, quoi, évidemment. Merci. Oui, c'est un peu l'idée. Et de voir la variété des parcours et des possibilités. Et tu m'as dit que tu voulais passer rapidement sur la partie coming out transition. Du coup, j'ai pas l'intention de poser des questions précises. Si tu veux raconter comme tu le sens. C'est pas que clairement, j'ai pas envie de parler des aspects les plus perso de ma transition, parce que bon, je pense que c'est surtout des personnes trans qui vont écouter ce podcast, évidemment, mais je trouve qu'on souffre de ce que justement ce soit les aspects qui soient les plus... Enfin, par exemple, quand on parlait des médias, c'est quand même des aspects qui sont beaucoup mis en avant. Le moment de la transition qui, justement, est le plus plus mouvementé, quoi. Le coming out, le questionnement avant, etc. Et le seul élément important dans le personnage trans dans un média, oui. Et bon, j'ai pas envie de coller à ça, et c'est aussi quelque chose que je considère d'intime, et voilà, dont je peux parler dans mon entourage, mais non, j'ai quand même des choses à dire. C'est que il y a quelque chose de particulier dans le coming out, c'est que il y a toujours une part d'incertitude énorme. Enfin, toujours, j'exagère peut-être, mais il y a souvent une part d'incertitude énorme dans la réaction que vont avoir les proches, ou les moins proches. Et cette part d'incertitude, on peut pas l'enlever, mais c'est pas elle la difficulté. Enfin, c'est-à-dire, c'est une difficulté, comment dire, qu'on surmonte finalement beaucoup plus facilement que plein d'autres difficultés de la transition, je trouve. L'incertitude elle-même. La difficulté, c'est si la personne réagit mal, si la personne réagit violemment, etc., pour laquelle il faudra souvent s'adapter si la personne réagit mal, soit en coupant les ponts, soit en mettant en place d'autres moyens de défense que couper le contact, mais en tout cas en mettant en place des moyens de défense. Et je pense c'est important dans ces moments-là, justement de prévoir toutes les possibilités et de chercher du support pour ce qui peut arriver, pour anticiper un peu cette incertitude et faire que l'incertitude en elle-même soit pas la difficulté, mais simplement les conséquences possibles. Et voilà, c'est pour ça que j'ai envie de dire le coming out, c'est pas quelque chose dont on doit avoir peur à cause de cette incertitude, c'est quelque chose contre lequel on peut s'organiser. Enfin, là, on peut s'organiser pour faire un coming out dont on va gérer les conséquences, et faut être prêt ou prête à un moment aussi au pire avant de faire son coming out. Et je pense c'est quelque chose aussi qui pour moi était très présent, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai fait mon coming out, j'ai toujours envisagé le pire. Alors le pire étant pour moi de couper totalement les ponts avec certaines personnes. Et c'est ça qui a permis que, relativement à ce pire que j'envisageais, ça puisse pas être pire, quoi. Voilà. Et je pense que c'est vraiment important
d'envisager ça, quoi. Et ensuite, de tirer parti de l'expérience des personnes qui ont déjà fait des coming out et qui en ont. Parce que moi, là, ce que je raconte, c'est un aspect très précis, mais sur le Wikitrans, par exemple, il y a énormément de ressources pour aider à ça. Et il ne faut pas tant se référer aux histoires qu'ont vécues les autres, parce que les histoires sont très particulières, qu'aux enseignements que en ont fait à partir de ces histoires. Parce que les histoires, bon, on en connaît 4, on en connaît 5, la sienne va être totalement différente. Et On peut jamais transposer, oui. voilà, c'est ça. Voilà, j'en dirai pas beaucoup plus sur comment ça s'est passé avec mes proches, si ce n'est que avec beaucoup d'entre eux, j'ai quand même eu de la chance. Pas tous. Mais j'ai aussi perdu quelques personnes, et je pense que il faut pas avoir peur de ça. Faut l'envisager, ça va arriver. Et j'ai envie de dire, oui. C'est pour le meilleur. C'est ça un bon permet tri. aussi de faire le tri, quoi. Ouais. Voilà. Est-ce que tu veux nous parler de transition, qu'elle soit sociale, administrative, médicale, ou est-ce que ça fait partie de la sphère de l'intime et on passe à la suite? Ça fait pas tant partie de la sphère de l'intime, parce qu'en un sens, le fait que j'ai fait une transition médicale, c'est quelque chose d'assez visible aujourd'hui. Ça, pareil, c'est un peu, je pense, dans la vaste découverte du concept de transidentité, et qui en fait n'est pas la découverte d'un concept, mais plutôt, ce qui est important, c'est de découvrir la réalité de la transidentité. Il y a ça aussi. Il y a la découverte de la réalité de ce qu'est la transition médicale, dans tout ce que ça implique, de ce qu'est la transition administrative, dans tout ce que ça implique, et de ce qu'est la transition sociale. Ce qu'est la transition médicale, finalement, c'est pas quelque chose de difficile à découvrir, dans le sens où la pratique, je trouve, est pas si éloignée des récits qu'en font les gens. Pour moi, elle a peut-être été un peu plus facile. Un peu plus facile parce que, pour plein de raisons, mais notamment une qui est que je suis une bête de travail administratif. Enfin, et du coup, la transition médicale, c'est beaucoup d'administratif, en fait. Presque plus que la transition administrative. C'est vrai. La Sécu, c'est... Autant réunir les témoignages, etc., ça peut être compliqué, mais une fois qu'on les a réunis, faire un dossier de changement de prénom ou de changement de sexe à l'état civil, je trouve que c'est plus simple que de bien gérer ses remboursements de sécurité sociale. Parce que c'est ça, concrètement, la transition médicale. Bon, c'est du doute, choisir ce qu'on veut faire, etc., mais ça, c'est normal. C'est pas une difficulté en soi, c'est normal de douter, c'est normal de prendre son temps, mais c'est beaucoup de questionnements sur est-ce que je vais être remboursé, est-ce que c'est possible, est-ce qu'il y a des médecins qui font ça, est-ce que je vais trouver mon médecin, est-ce que mon médecin a le droit de me prescrire ça, est-ce qu'il me dit qu'il n'a pas le droit de me le prescrire et en fait c'est à moi de lui apprendre que si. Et ça, bon, pour moi, je savais le faire. Mais j'encourage vraiment les personnes trans à ne pas, pour le coup, se fier à ce que racontent les personnes trans à partir de leur expérience, parce que ce qu'ont vécu les personnes trans et du coup ce dont elles font le récit, c'est pas forcément réellement l'état de la loi et du droit. Typiquement, il y a des gens qui peuvent raconter ouais, j'ai pas été remboursé de ça. Oui, sauf que si t'avais écrit un petit mail à la Sécu, en vrai, ils t'auraient été remboursé parce qu'ils n'ont pas le choix. Et du coup, ils partent du principe que c'est comme ça, la Sécu rembourse pas. Et ce à quoi il faut se référer, avant tout, c'est pas les récits des autres personnes trans pour le coup, c'est si on en a la capacité, si on en a les moyens, allez lire le droit, allez lire les codes ATM de la Sécu qui sont en gros le vaste bouquin référentiel qui est un genre d'annuaire de tous les actes techniques médicaux qui peuvent être faits par un médecin, à quelles conditions ils sont remboursés, etc. Tout ça est codifié très précisément. Et c'est comme ça que j'ai découvert, par exemple, comment je pouvais me faire rembourser mon laser sans ALD. Ce que à peu près tout le monde me présentait comme impossible dans mon entourage trans à l'époque. Et c'est passé. Enfin, la première fois ça n'a pas marché, j'ai écrit un mail à la Sécu, je leur ai fait pourquoi. Et ils m'ont dit ah d'accord. Enfin voilà, mais
Et pareil, l'autre jour, un remboursement qui passe pas bien, j'écris un mail, je leur prouve par A plus B que toutes les cases sont cochées et le remboursement passe. Et en fait, il y a beaucoup de compétences d'autodéfense administrative, plus que de savoir ce qui marche ou pas en réalité, quoi. Et cette compétence-là, elle manque à beaucoup de gens parce que c'est hyper compliqué. Elle s'acquiert pas en un jour, mais c'est une des compétences les plus importantes pour la transition médicale et on le dit pas assez. Enfin, savoir faire une guérilla administrative régulière. Non, mais après, je dirais qu'aujourd'hui, c'est plus le cas peut-être qu'il y a quelques années aussi. Enfin, il y a quelques années, c'était très clair que pour les personnes trans, la loi n'était pas quelque chose d'important pour la Sécu. C'est-à-dire qu'il y avait une circulaire du ministère qui disait, je crois que c'est 2014 qu'elle a été cassée par la Cour de cassation, il me semble, qui disait que les personnes trans ne devaient être remboursées que quand elles passaient par les équipes officielle entre guillemets de la SOFECT, ce qui était complètement illégal. Donc là, pour le coup, la Sécu appliquait autre chose que la loi, mais ça change un peu ça, et on progresse vraiment là-dessus. Alors après, ça dépend vraiment des caisses d'assurance qui varient selon les régions, etc. Mais je pense que faut pas hésiter à insister, à invoquer le droit, à monter en compétence là-dessus, parce que c'est ce qui fait, c'est aussi ce qui fait bouger les lignes, quoi. Je trouve ça un sujet super intéressant parce que c'est clairement des compétences qui sont pas automatiques, qui sont compliquées, qui découlent d'avoir certaines compétences à la fois linguistiques, peut-être légales, et des capacités. Ça découle d'un certain nombre de privilèges. Ah, mais complètement. Et je vois comment c'est l'objet de beaucoup de groupes d'entraide, de groupes d'autosupport trans, que de se conseiller mutuellement. Alors je sais que ça va à l'encontre de ce que tu disais sur le fait de pas juste appliquer les trucs, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir une intelligence collective qui n'applique pas bêtement juste l'expérience d'une personne, mais qui arrive à mettre en commun les points positifs, comme Mais celui que tu as mentionné sur l'épilation. Et de pouvoir monter en compétence, pas forcément seul, parce que c'est beaucoup plus dur qu'en groupe. Clairement, Ouais. clairement. Mais c'est pas évident aussi parce que des fois même tu vas à contre-courant en faisant ça. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé dans des groupes d'autosupport qu'on me dise que des choses étaient impossibles et qu'on me maintienne que c'était impossible alors que j'avais réussi à les obtenir Oui. de la Sécu, tu vois. Et donc c'est pas parce que ça se passe comme ça, telle discrimination existe, est un savoir aussi acquis qui fait partie d'un capital militant et que dire que ah bah moi désolé mais j'ai trouvé un moyen que ça passe, ça remet aussi en cause ce capital militant. Donc c'est pas forcément évident non plus, quoi. Oui, et c'est un Mais savoir qui perpétue l'évolution, oui. oui, oui. J'ai un exemple assez proche qui est d'avoir pu changer de civilité auprès de la sécurité sociale avant de changer d'état civil. C'est comme la personne qui avait réussi à changer d'état civil avant la loi de modernisation de la justice au XXIe siècle. Et qui a eu un deuxième enfant. Comment a-t-elle fait? Oui. Je me demande comment elle a fait, tu vois. Oui. Mais, enfin, tu le sais aussi, mais parce que toi aussi, tu as dû monter beaucoup en compétences juridiques, par exemple, sur la question de la PMA, mais enfin, il y a énormément de choses, voilà, qui se lisent entre les lignes d'un texte, en disant, ah oui, mais cette interprétation-là, c'est pas forcément la seule, et expliquer à un médecin qu'il a le droit de faire quelque chose, tout ça, bref, c'est un savoir mais t'as raison de le dire et c'est très important, qui est extrêmement mal distribué dans la société, qui est clairement très lié à la classe, c'est évident. Et je pense que au-delà de ça, toute la transition c'est beaucoup plus facile quand tu as de l'argent et des diplômes, quoi. Enfin, c'est une évidence presque. C'est une tautologie, quoi. Mais j'ai pu, enfin pour le coup, pour parler de ma propre transition, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte aussi, c'est-à-dire que j'ai fait une partie de ma transition, le début notamment dans une situation financière pas terrible, on va dire. Et puis du jour où j'ai eu de l'argent, tout était plus simple, quoi. Mais enfin, tout était plus simple, ne serait-ce que parce que l'argent est une source d'angoisse quand on n'a pas, qui est évidemment monumentale. Même quand tu as assez pour
pour te nourrir et pour te loger à peu près correctement, quand c'est ric-rac, c'est une source d'angoisse, ça pèse sur la santé mentale. Et quand tu es en questionnement en début de transition, tu as déjà assez à faire avec ça. Enfin, pour maintenir une santé mentale à peu près correcte. Si en plus tu dois gérer des problèmes d'argent, c'est double peine, quoi. Et comme évidemment les personnes trans sont discriminées, etc. Enfin, la principale source de la dégradation de la santé mentale des personnes trans, c'est très souvent la précarité qui est une conséquence de la transphobie, etc. Mais c'est incomparablement plus facile de transitionner quand t'as pas de problème d'argent, quoi. C'est quoi ta plus grande fierté personnelle? Je sais pas. Honnêtement, ma plus grande fierté personnelle, c'est peut-être d'avoir transitionné. Parce que... et en même temps, comment dire? C'est facile a posteriori. C'est-à-dire que c'est objectivement difficile, mais je suis contente de l'avoir fait, et pas parce que c'était difficile, mais parce que ça valait le coup. La fierté est quelque chose de bizarre en soi. Que, est-ce qu'on est fier vis-à-vis des autres? Est-ce que je suis fier vis-à-vis de moi? Je pense que je suis fier vis-à-vis de moi-même. Genre, je me remercie moi-même d'avoir fait ce choix. Je me demande bien ce que serait ma vie si j'avais pas décidé de transitionner il y a quelques années, quoi. Donc ouais, c'est probablement ma plus grande fierté personnelle. C'est incroyablement banal. Moi enfin, pour une personne trans, c'est incroyablement banal. J'ai une autre question que j'aimais bien me poser à mes amis il y a quelque temps quand j'ai découvert, qui est quel est le meilleur choix que t'aies fait? Pour le coup, étonnamment, pour le coup, la meilleure réponse était pas, enfin, la réponse, le meilleur choix que j'ai fait, était pas de transitionner. Parce que je suis pas totalement. Je pense qu'il y a un choix encore plus important et c'est marrant qu'on enchaîne là-dessus, mais pour moi, la réponse était de militer, je crois, qui est vraiment un des meilleurs choix que j'ai fait. Et je sais pas lequel de ces deux choix a le plus changé ma vie, puisque le militantisme, c'est une partie de ma vie énorme aujourd'hui. Bon, les deux choix ont complètement bouleversé ma vie, c'est une évidence. Ça ne ressemblerait à rien de ce que c'est aujourd'hui si je ne militais pas ou si j'étais pas une femme. Voilà. C'est à la fois une très jolie réponse et une très jolie transition vers la partie de l'entretien sur le militantisme. Est-ce que tu veux nous décrire un peu ton parcours militant? Ouais, j'ai commencé à militer quand j'avais 16-17 ans, je crois, 15-16 ans, dans les manifs lycéennes, dans la ville où j'ai grandi. J'allais souvent à des manifs avant, parfois en famille même. Euh, et puis j'ai commencé à d'abord à aller aux manifs organisés dans mon lycée, et puis l'année suivante, comme les terminales qui les organisaient l'année d'avant étaient partis, je me suis retrouvé parmi ceux qui les organisaient, puis on a bloqué le lycée aussi quelques jours, ça c'était marrant. Euh, Aussi parce qu'on avait déjà à l'époque, c'est très important, mais l'expérience de la génération précédente des militants. Euh, le grand blocage il y a 3 ans où on avait dormi dans le hall du lycée pendant 2 semaines, etc. Alors on n'a jamais réussi à aller jusque-là, mais c'était un peu un exemple à suivre. Et donc j'ai milité ouais, 2 ans dans les mouvements lycéens assez activement sur ma ville. Et puis la première année, on a gagné. La réforme a été reportée. C'est pour ça qu'il y a eu un mouvement à nouveau la deuxième année. Et la deuxième année, on a perdu. La réforme est passée. Alors c'était Châtel et Darcos ou l'inverse, je sais plus. C'était à peu près la même chose. C'était un énième découpage des filières, lycée un peu à la carte, prétexte pour en fait une grosse baisse de moyens, quoi. Et j'avais pas trop envie de rentrer chez moi.
après ces 2 ans de mouvement lycéen, j'étais un peu perdu, quoi. J'avais fait que ça pendant 3 mois, tous les matins très tôt, à faire plein de réunions. Enfin, ça occupait quasiment tout mon temps libre. Et donc, j'avais pas envie de rentrer chez moi. Et bah, j'ai fait sur Internet. Je pense que c'est la première fois que... Non, c'est pas vrai, je m'intéressais déjà au féminisme sur Internet. Mais c'est la première fois que vraiment Internet m'a mis en contact avec des gens. Et du coup, j'ai rejoint un parti politique, qui était le parti de gauche à l'époque. Aussi parce que d'autres partis m'avaient un peu couru après, essayaient de me recruter pendant les mouvements lycéens et que j'aimais pas ça. Donc, non mais c'est super bizarre, hein, mais par esprit de contradiction, je crois que j'ai rejoint un peu les seuls qui avaient pas, qui s'étaient pas montrés trop opportunistes. Et ce qui était complètement un hasard et dû aux particularités locales, hein, mais voilà, il y a un effet évidemment complètement contingent où j'aurais pu être chez les Verts, j'aurais pu être au NPA, etc. D'ailleurs, beaucoup de mes potes de l'époque sont partis au NPA. Euh, et où, bah, a posteriori, je me dis que j'ai fait un bon choix et que je suis content d'être là où je suis. Mais peut-être que, mais aussi parce que je me suis formé à ces idées-là, du coup, parce que c'était il y a plus de 10 ans maintenant. Donc, en 10 ans, il s'est passé plein de choses. Euh, donc voilà, ensuite, je suis arrivé à Paris pour mes études. J'ai rencontré d'autres militants. À ce moment-là, j'ai continué. J'ai eu un militantisme qui, pendant des années, était vraiment partisan, quoi, au sens de engagé dans un parti politique. J'ai rencontré plein de gens. Je dis que c'est un des meilleurs choix de ma vie parce que ça m'a permis d'échapper aussi au milieu étudiant dans lequel j'étais euh, quand je suis arrivé à Paris et que j'aimais bof. Donc tous les soirs, je parcourais les Hauts-de-Seine à vélo pour aller faire des réunions unitaires avec machin, machine. Euh, et je m'épuisais un temps fou là-dedans, pour d'ailleurs de manière disproportionnée par rapport aux effets de cette action militante. Enfin, j'avais l'engagement de la jeunesse un peu vraiment surinvesti au point de parfois mettre en danger ma santé, etc. Chose par laquelle beaucoup de gens passent, et la question c'est après, quand il y a un peu le choc de genre là c'est vraiment trop, est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue. Moi j'ai continué, je me suis... et finalement, le choc est venu assez tard, mais j'ai continué, j'ai rencontré plein de gens formidables et qui m'ont énormément appris, à la fois localement, là où j'étais, et puis petit à petit des gens un peu plus centraux dans les directions et dans les stratégies aussi que pouvait prendre le parti de gauche à l'époque, et c'était quelque chose qui me fascinait aussi parce que euh, au-delà du militantisme, la réflexion sur la stratégie politique est quelque chose que je trouve d'absolument passionnant, parce que je milite pour être efficace. Je milite réellement pour changer les choses le plus possible, et je ne suis pas dogmatique sur la manière dont ça doit être fait, ou c'est-à-dire que si, enfin aujourd'hui, je crois en une manière de faire les choses, et puis je pense que évidemment elle est circonstancielle et liée à des moments historiques, et si demain il faut faire autrement parce que ça paraît plus logique au vu de la situation politique, et ben je ferai autrement. Mais aujourd'hui, je suis assez contente de ce que je fais, et donc bon, poursuivre mon parcours. Donc j'ai milité pas mal dans les Hauts-de-Seine, puis ensuite j'ai passé 1 an à l'étranger, je suis revenu, j'ai continué à militer dans les Hauts-de-Seine, mais voilà, du militantisme partisan assez classique. J'ai fait la campagne de 2012, tout ça. Euh, et puis ensuite, de manière un peu simultanée, je me suis investi dans la campagne présidentielle, et j'ai commencé ma transition. Et puis je me suis remis sur Twitter. Et donc à ce moment-là, il y a eu une période où à la fois mon militantisme partisan, il est devenu un peu plus euh, moins public. J'étais moins en train de faire le tour du département, des marchés, des réunions, etc. Mais plus dans un bureau. C'est aussi le moment où mon militantisme il est devenu à plein temps, puisque je travaille dans le mouvement politique dans lequel je milite, et où en même temps il s'est diversifié parce qu'à côté, il a commencé petit à petit à avoir un militantisme trans
et féministe, qui est principalement un truc de réseaux sociaux, mais qui, à force de rencontrer des gens, etc., devient un truc qui, des fois, est un peu plus concret, et où tu te retrouves à porter une parole, des fois, de manière chouette, très intéressante. Et aujourd'hui, je reviens un peu de ça, c'est-à-dire que, ayant quand même maintenant ma transition, c'est pas derrière moi, mais c'est un truc qui vraiment est bien implanté dans le décor de ma vie. À la fois, j'ai envie de revenir à un militantisme plus généraliste, et en même temps, je suis super contente parce que ce militantisme plus généraliste, il est beaucoup plus éclairé qu'auparavant par tout ce que le militantisme trans, féministe, etc. m'a appris. Et globalement, des objectifs politiques des groupes sociaux minoritaires, de manière générale. Du coup, je milite peut-être un peu moins sur les questions trans en ce moment que ces dernières années. Et en même temps, est-ce que être une personne trans qui essaie de prendre de la place sur la politique généraliste, en défendant par ailleurs des choses assez radicales et en défendant par ailleurs chaque fois que c'est possible les droits des personnes trans, est-ce que c'est pas aussi important? Je sais que c'est super con de dire ça et que, comme par hasard, ça tombe bien pour moi puisque c'est ce que je fais, mais je pense l'air de rien que c'est important d'avoir des personnes trans qui font partie des gens qui font de la politique et qui ne parlent pas que de ça, mais qui en parlent quand c'est nécessaire. De même que c'est important d'avoir des femmes, parce qu'on sait que en fait, quand il y a des femmes dans les assemblées, il y a plus de mesures en faveur des droits des femmes qui sont prises. Donc je pense que c'est relativement important, à la fois pour la représentation et aussi pour politiquement faire avancer nos droits. Concrètement, derrière chaque personne cis qui fait une proposition d'une mesure pour les droits des personnes trans, il y a une personne trans qui bosse derrière. Peut-être pas en relation directe, peut-être que ça passe par un conseiller qui connaît une personne trans ou un conseiller qui connaît quelqu'un qui connaît une personne trans, mais à la base il y a quelqu'un qui milite, quoi. Donc ça ne sort pas de nulle part. Voilà pour mon parcours. je me suis un peu dispersé. Non, je trouve que c'est très... ça se suit facilement. J'aime bien la façon dont tu parles de comment tu passes d'un militantisme à l'autre. Je sens comme un pendule, un métronome, Ouais. où je passe un peu de temps sur du militantisme vraiment, genre non mixte, comme aujourd'hui. Et puis j'ai fait les municipales qui étaient clairement... On n'a pas du tout parlé de questions LGBT au niveau local, en fait. Et je trouve ça chouette de pouvoir faire les deux. Tu viens d'être annoncé comme chef de file pour la France Insoumise pour la campagne des régionales dans les Hauts-de-Seine. Dans les Hauts-de-Seine. Ouais. Est-ce que tu veux en parler? Pour l'instant, c'est tout frais. La campagne a un peu débuté, mais sans mettre en avant justement ces chefs de file. Pour l'instant, on n'a pas encore vraiment eu d'expression publique. C'est surtout Clémentine Autain et Paul Vanier qui sont chefs de file pour la région. Donc ça, il va se passer des choses. Il faut déjà qu'on discute entre nous de ce qu'on a envie de faire pour cette campagne. Moi, j'ai envie de faire plein de choses. Je pense c'est une campagne qui va pas être évidente parce que si c'est confinement ou même couvre-feu à 18h, il y a plein d'actions traditionnelles entre guillemets du militantisme qui sont complètement impossibles. Mais je pense qu'on peut faire des trucs un peu sur notamment les thèmes de la gratuité, etc., qui peuvent être un peu marquants. Alors peut-être plus en ligne du coup. Et moi j'ai envie de faire des trucs comme ça. Donc je vais pas en dire plus pour l'instant, mais en tout cas je suis vraiment contente de ça. Pour moi, du coup, ça signe un peu la fin de cette période où je militais dans l'ombre, sans jamais apparaître en public, entre guillemets. Même si, bon, voilà, j'ai participé à plein de trucs avant, mais c'est pas du tout la même chose quand même d'être candidate à une élection et de participer à une conférence, quoi. Et donc, je suis assez
assez contente de ça. C'est la première fois que je suis candidate à une élection en plus de 10 ans de militantisme. Donc on va voir comment ça se passe. C'est aussi une première expérience pour moi. Je vais essayer de bien m'entourer aussi de personnes qui vont me donner des conseils, qui vont m'aider là-dedans, parce que c'est, je pense, pas une bonne idée euh, de faire ça seul. Donc voilà, j'ai hâte de ça. Je suis vraiment, vraiment contente et j'ai envie que ça serve. Si j'ai la chance d'être élu, et ben j'ai hâte aussi. Dans le sens où je pense qu'il y a moyen de s'amuser aussi, parce que je dis s'amuser parce que c'est important que le militantisme ce soit amusant, et c'est amusant pas dans le sens où euh, on fait ça par intérêt personnel pour s'amuser, mais dans le sens où si on s'amuse pas, on le fait pas bien. Euh, J'aurais utilisé le terme, enfin, trouver du plaisir dans ce qu'on ouais, fait, en c'est fait. ça, trouver du Ouais. plaisir dans ce qu'on fait, et je pense qu'au conseil régional, je regardais ce matin un direct de la commission permanente, il y a moyen de s'amuser un peu plus qu'ils ne le font aujourd'hui. Parce que leurs interventions sont filmées, sont enregistrées, tout ça. Donc il y a moyen aussi que ce conseil se voit un peu plus de l'extérieur, parce qu'il n'y avait pas grand monde sur le live ce matin. Parce que bah, même s'ils sont filmés, ils n'ont pas encore en tête ça, que quand on est dans une assemblée, on parle aux autres membres de l'assemblée, mais on parle aussi aux gens à l'extérieur qui regardent. Et c'est ce que font les députés France Insoumise à l'Assemblée, hein, c'est une évidence. Et je pense qu'il faut faire ça dans toutes les assemblées, pas que dans l'Assemblée nationale. Tout à l'heure, tu as mentionné une sorte de burn-out militant dans le début de ta carrière militante, du moment où ça devient trop. Et toi, tu as continué. Comment est-ce que tu as continué? J'ai continué en... Je pense que le burn-out militant, il peut venir de plein de manières. Je suis pas sûr moi-même de l'avoir vraiment vécu, en tout cas ce que les personnes qui en parlent ont l'air de désigner correspond pas exactement à mon vécu, mais on peut avoir à un moment la sensation que tout est important. C'est-à-dire que faut pas faire le tri entre les différentes choses qu'on doit faire, que parce que quelqu'un a suggéré une idée qui en fait te crée du travail à toi et qu'elle est bonne, faut la faire. Bah non, en fait, il y a plus de bonnes idées que tu n'as de temps pour les mettre en œuvre, donc faut faire un tri. Et surtout, faut pas seulement passer l'intégralité, c'est notamment le cas quand tu es dans une organisation, tu peux rapidement avoir le biais de passer l'intégralité de ton temps militant à mettre en œuvre les idées des autres. Et il faut pas faire ça. Ça vient pas d'une malveillance des autres, hein, souvent, la plupart du temps. Ça vient au contraire, c'est quand tu es compétente que les autres te demandent de mettre en œuvre leurs idées. Enfin, c'est un truc pour le coup assez évident. En dehors même du militantisme, c'est démontré que les personnes ressources les plus compétentes en entreprise sont surexposées au burn-out parce que c'est vers elles qu'on se tourne à chaque fois qu'il y a un problème, quoi. Bah faut apprendre à dire bah non, c'est pas possible. Et pas avoir. Et oui, bah du coup, la personne, peut-être que la prochaine fois, elle va se tourner vers quelqu'un d'autre. Mais il faut pas le prendre personnellement. Enfin, c'est pas grave. C'est même mieux que le travail se répartisse. Et après, apprendre à dire non, il faut apprendre à dire non gentiment. Parce que c'est juste plus sympa. Et qu'au début, justement, quand tu es encore un peu sous pression, que t'as pas encore pleinement la maîtrise de ça, ça peut aussi ne pas être évident. Donc c'est un apprentissage que j'ai fait, par lequel je suis passé, par lequel je pense beaucoup de gens passent. Et aujourd'hui, je suis assez fier de la manière dont j'organise mon temps. Alors, je suis salarié de toute façon, mais Est-ce que ça aide à limiter les heures que tu passes à tes activités militantes? pas forcément. Parce que enfin, je suis salarié, ça veut dire que pendant mon temps salarié, je milite. Ça n'empêche pas que je milite en dehors de mon temps de travail. Donc non, non, ça n'aide pas forcément, mais je veux dire que de toute façon, j'ai un temps minimum qui est justement mon temps de travail consacré au militantisme. Et voilà, donc je suis contente. Aujourd'hui, ça se passe bien, mais je pense que c'est plus euh, ce rôle-là d'être dans une organisation où plein de gens te demandent des choses qui m'a
qui à un moment a pu être un truc que j'ai mis du temps à apprendre, plus qu'une charge émotionnelle vis-à-vis d'autres gens, etc. Parce que j'ai toujours fait attention pour le coup à, par exemple, pas être une association d'autosupport à moi toute seule, tu vois. Non, mais ce qui arrive à plein de personnes trans qui sont un peu visibles, qui se prennent toutes les difficultés de plein de personnes trans dans la gueule parce que c'est elles qu'elles contactent plutôt que des assos, et qui ont pas forcément, voient pas forcément venir le moment où en fait c'est trop. Et ça m'est heureusement pas arrivé. Euh, j'ai aidé des personnes trans de mon entourage et j'ai aussi pour le coup parce que j'avais déjà cette expérience militante, peut-être même avant la transidentité, le réflexe aussi de renvoyer vers des assos qui, elles, sont peut-être en difficulté, sont peut-être en burn-out aussi, mais c'est des organisations, c'est pas des personnes seules. Et ce réflexe, je l'avais déjà peut-être un peu avant parce que c'est pas quelque chose que tu rencontres que dans le militantisme trans. Pendant un moment, je me suis occupé de, de coordonner l'équipe d'accueil du siège de la France Insoumise, le Standard. Et t'as plein de gens qui appellent des partis politiques pour des situations personnelles, sociales extrêmement compliquées. Et évidemment, on peut pas les régler, quoi. On peut donner des conseils, etc. Mais si les personnes qui décrochent commencent à essayer par leurs propres moyens de régler les problèmes des personnes qui appellent, elles peuvent pas y arriver en fait. Elles se mettent elles-mêmes en difficulté, ce qui n'est pas le but initial de l'opération, quoi. Je sens comme ce podcast va en fait être une thérapie pour moi. Est-ce que tu as un réseau de soutien et comment est-ce qu'il est composé? Il n'est pas spécialement officiellement organisé, mais c'est mes meilleurs potes, quoi. Enfin, c'est mon entourage, bon, et ma conjointe, évidemment. J'ai une liste de gens à contacter dans l'ordre. Et puis un cercle un peu plus élargi si personne dans le cercle le plus proche n'est contactable. Mais j'ai depuis quelques années cet excellent réflexe d'appeler à l'aide quand j'ai besoin d'aide. Ce qui arrive de moins en moins souvent, par ailleurs. C'est une bonne chose. Mais, enfin, et puis je dis appeler à l'aide quand j'ai besoin d'aide, c'est pas forcément des situations horribles, mais genre t'as un questionnement un peu lourd qui t'angoisse un peu, qui t'empêche de t'endormir le soir, bon bah c'est bien d'en parler avec quelqu'un. Mais pour le coup, j'ai jamais eu énormément recours aux assos d'autosupport, aux assos communautaires, et ça je le regrette parce que finalement j'ai fini par oser mettre les pieds dans quelques-unes d'entre elles, mais trop tard. Enfin, dans le sens où au moment où finalement j'avais presque plus à y apporter que ça ne pouvait m'apporter, et j'aurais dû le faire plus tôt, et je regrette vraiment de ne pas l'avoir fait, notamment parce que pendant très longtemps dans ma transition, je ne connaissais pas de personnes trans. Et puis ensuite, j'ai connu des personnes trans, et pendant très longtemps encore, je ne connaissais pas d'autres femmes trans. Autrement que par les réseaux sociaux et quelques messages échangés, mais vraiment pas beaucoup plus, à une fréquence quasi nulle, quoi. Et puis en fait, au moment où je me suis dit c'est un vrai problème, ça a été aussi le moment où le hasard de la vie a fait que tout d'un coup il y a eu plein de personnes trans et notamment de femmes trans dans mon entourage. Mais j'aurais pu solutionner ce problème bien plus tôt en allant notamment dans des assos. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes trans dans la société, dans ton entourage, ou plus spécifiquement là où tu travaillais, là où tu militais? Il y avait des personnes trans là où je travaillais, pas des femmes trans. Mais pas des gens avec qui j'ai réussi à créer une relation où genre j'arrivais à parler de mes difficultés dans la transition en fait. Et avec qui par ailleurs je m'entends extrêmement bien, hein. Mais où finalement c'est venu un peu plus tard. Mais peut-être que si ça se trouve en fait même si j'étais allé dans des assos d'autosupport, et c'est peut-être pour ça que je suis pas allé dans des assos d'autosupport, j'aurais pas réussi à parler de moi. Peut-être que c'était ça le problème en fait, qui était que je voulais pas parler de ma transition à d'autres personnes trans. Et donc du coup je voulais pas les rencontrer. Mais il y a un moment où c'est devenu l'inverse, au contraire ça me manquait, quoi. En tout cas faut pas en avoir peur. Un truc que je trouve dommage quand même, c'est que en début de transition, ce que fournissent comme autre relation possible les assos d'autosupport, c'est quand même une très large proportion d'autres personnes en début de transition. Mais c'est comme ça, c'est fait comme ça, mais il faut bien avoir en tête que c'est pas représentatif.
Parce que du coup, quand tu arrives dans une asso où il y a plein de personnes en début de transition, tu as l'impression que euh, tu vas ressembler à ces personnes. Alors qu'en fait, tu ressembles actuellement à cette personne, à ces personnes. Les personnes à qui tu vas ressembler, c'est Qui viennent plus. les personnes auxquelles ressembleront ces personnes dans 3-4 ans. Et, et moi, je pense qu'il y avait un peu de ça. J'avais peur aussi, j'avais peur de rencontrer d'autres personnes en début de transition. Ça me renvoyait à ma propre dysphorie aussi. Je me disais, ok, est-ce que finalement je me sens aussi mal que ces autres personnes? J'ai pas envie de le savoir. J'ai pas... Et donc du coup, ça m'a permis aussi d'éviter tout un tas de souffrances, je pense, d'attendre de ressembler suffisamment à la personne à qui je voulais ressembler pour rencontrer d'autres personnes trans aussi, quoi. Voilà. Je parle finalement beaucoup plus de choses intimes que je n'avais prévu de le faire. C'est une réflexion qui est super intéressante et je trouve que tu mets des mots simples sur un truc que j'avais pas encore réussi à organiser dans ma tête. Sur le... comment aborder les assos et les autres personnes trans. Comment est-ce que tu prends soin de toi? De plein de manières, assez mal. Euh, non, c'est pas vrai. Je progresse énormément. Je pense justement, avant de transitionner, j'étais une personne qui prenait assez peu soin d'elle. Pas dans le sens soin, prendre soin de soi, ça a aussi un sens populaire qui est se faire belle. Je parle vraiment de prendre soin au sens de sa propre santé déjà, physique et mentale. Ça a été, c'est comme tout, c'est un apprentissage, prendre soin de soi. Euh, Déjà, c'est être capable de remarquer quand il y en a besoin, être capable de accepter le fait que ça va pas. Pas que ce soit grave, mais genre accepter que ce mal de dos n'est pas quelque chose d'acceptable. Et pas se dire ah j'ai mal au dos, c'est vraiment dur. Et finalement à la fois le refuser parce que la douleur est désagréable et en même temps ne pas accepter qu'il faut faire quelque chose. Et je pense que prendre soin de soi, c'est accepter aussi qu'il faut y consacrer du temps. Que quand le corps ou l'esprit renvoie du mal-être, de la douleur, c'est un signal qui est censé nous pousser à faire quelque chose et pas un truc malheureux contre lequel on peut rien faire. Alors c'est facile à dire concernant la santé mentale. Je sais que pour la santé mentale c'est toute une autre question. Évidemment, j'ai traversé comme beaucoup de personnes trans, des périodes très compliquées où le type de conseils que je suis en train de donner aurait été complètement inutile. Mais là, c'est plutôt des conseils que je donne pour la santé physique, parce que c'est déjà pas évident, en fait, l'air de rien, je trouve, de prendre soin de soi physiquement, de faire attention aux signaux de son propre corps. Et ben, je progresse. J'ai vraiment progressé. Je suis capable d'aller voir un kiné quand j'ai mal au dos sans laisser traîner le truc pendant un an, d'aller voir, et c'est aussi lié à des questions par ailleurs de finances, de sécu, j'ai le temps pour le faire, j'ai les moyens de le faire, etc., etc. Je suis capable de me dire ah il faut que je trouve un nouveau shampoing quand mes cheveux me grattent et de prendre un peu de temps pour le trouver et d'essayer de trouver une solution, etc. C'est absurde, mais ne pas accepter et essayer de trouver des solutions, c'est déjà quelque chose. Et puis des fois, on trouve pas de solution. Puis des fois, il faut pas trouver des solutions parce que on se crée plus de mal en les cherchant qu'autre chose. Mais voir un kiné quand on a mal, je pense ça parce que c'est absurde. J'ai vraiment eu mal au dos pendant un an à un moment sans voir de kiné. Et puis à un moment, je suis allé voir un kiné, ça a résolu le problème. Et j'étais là, mais genre vraiment, pourquoi ne l'ai-je pas fait avant? Pour la santé mentale, c'est un peu pareil avec les psys, quoi. Je pense qu'il y a des tas de gens qui hésitent à voir des psys parce que c'est hyper stigmatisé, parce que c'est hyper compliqué, l'air de rien, de trouver un bon psy, etc. Et puis c'est utile, quoi. Donc faut le faire. Donc je prends soin de moi en essayant de m'écouter un maximum, déjà. Je pense que c'est le plus important. Et ensuite, je prends soin de moi en essayant de rajouter au-dessus de toutes ces pratiques d'écouter ses douleurs, etc., pour penser ses plaies, ben, en essayant de rajouter du plaisir. Et ça, pour le coup, c'est prendre soin de soi au sens de se faire belle. Pas que se faire belle, d'ailleurs. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Ouais, ce qui me fait plaisir, c'est en tout me faire belle quand j'ai l'énergie pour le faire. Ça me fait pas plaisir de devoir me faire belle. Euh,
Pour le coup, c'est une expérience pas tant trans que féminine, extrêmement commune, c'est-à-dire on peut prendre énormément de plaisir à se maquiller pour aller à une soirée où du coup on choisit son maquillage, on peut un peu faire des trucs qui nous amusent, etc. Comme on peut trouver ça hyper chiant de devoir se maquiller un matin parce que on sait qu'on va être filmé ou photographié, mais ce jour-là on aimerait juste rester dans sa sale gueule de lever et pas devoir passer une demi-heure à ça le matin parce qu'on a envie que ce soit une demi-heure de sommeil de plus. Enfin, voilà, j'ai un rapport pour le coup à la beauté, aux vêtements et au maquillage aussi, qui est un rapport où j'aime beaucoup ça quand j'ai de l'énergie à y consacrer et quand ça me fait plaisir et quand je me sens pas contrainte à le faire. Et sinon, ça peut aussi être un truc qui me fait chier, quoi. Et puis il y a des semaines entières où c'est jean basket tous les jours. 3 semaines où genre je ne vais pas avoir une autre tenue qu'un jean, un basket, un pull, alors je les fais tourner et puis je les lave, mais parce que j'ai la flemme et que c'est pas la période où ça m'amuse, quoi. Et du coup, bah, ces semaines-là, ce qui va me faire plaisir, c'est finalement des pratiques complètement extérieures à moi-même et à mon corps ou à mon apparence. Euh, en vrai, j'ai du plaisir à travailler, hein. C'est une évidence. Sinon, je travaillerai pas autant et je m'investirai pas autant dans ce que je fais. Mais ça va être jouer aux jeux vidéo, ça va être lire un peu, ça va être faire du dessin 3D, puisque je fais du dessin 3D un peu toute seule depuis quelques mois et ça m'amuse beaucoup. Euh, Sur quoi? sur un logiciel qui s'appelle Blender, qui est un logiciel libre. Probablement un des logiciels professionnels libres les plus aboutis que je connaisse. C'est un beau logiciel, c'est vraiment très amusant. J'aime beaucoup le dessin 3D. J'ai même un peu investi dans une carte graphique pour ça. C'est un peu ma découverte de l'année et ma nouvelle pratique pour me détendre qui m'amuse beaucoup. Tu vois, il faudra partager ce que tu dessines. Est-ce que tu t'habilles quand t'es confiné? Quand je suis confiné, est-ce que je m'habille? Ouais, carrément. Je m'habille pas pour. J'essaie de pas m'habiller pour les autres. J'essaie de m'habiller pour moi et pour me plaire. Enfin, bien sûr que je m'habille pour les autres. Non mais c'est absurde ce que je dis, mais j'essaie de ne pas m'habiller pour les autres, mais bien sûr que je le fais tout le temps. Quand ça m'arrive régulièrement dans mon militantisme d'être photographié ou filmé, évidemment que je réfléchis pas seulement à comment je veux être dans ce machin, mais comment vont me voir les autres aussi. Et donc à l'image que je veux renvoyer aussi à travers ces vêtements, etc. Je fais attention, et justement ça c'est le moment où c'est pas plaisant, où je fais attention à ne pas renvoyer des signaux qui pourraient me... Comment dire enfin, ouais, enfin, je contrôle mon apparence, je sais pas, pour pas paraître trop jeune, par exemple, pour pas paraître trop... pas assez sérieuse, tu vois, enfin Pour être prise au sérieux. évidemment, quoi. Ouais. Voilà. Mais sinon, j'essaie de m'habiller aussi pour me faire plaisir à moi-même, être contente de l'image que, que je me renvoie à moi-même. Donc oui, je m'habille chez moi. Finalement, je reste en pyjama des fois, mais genre le dimanche, quoi. Et puis au bout d'un moment, qu'est-ce que je fais en pyjama? Et je le fais parce que c'est doux, mais j'ai envie de m'habiller à un moment. Ok. Je me maquille rarement quand je suis toute seule chez moi, par contre. Ouais. Ça, c'est plus de travail. Je teste des tenues aussi quand je suis chez moi, évidemment. Oui. En vrai, j'ai un vrai goût pour les vêtements. J'essaie de bien m'habiller. J'y consacre pas un temps fou, mais ça occupe une petite partie de mon espace mental. C'est pas un truc dont je me fous. Je suis pas du genre à me dire, ok, j'organise mes tenues pour ne pas avoir à réfléchir. Tous les matins, j'en ai une et j'essaie de minimiser la place que ça occupe dans mon espace mental. À une époque, j'étais comme ça, mais c'est pas intéressant, je trouve. La méthode Steve Jobs. Ouais, c'est ça, je crois. Moi, je me suis dit que j'avais énormément de vêtements et au bout de quelques semaines de confinement, je me suis dit ça sert à rien d'avoir des mètres cubes de vêtements comme ça si je les porte pas et de m'astreindre à mettre une nouvelle tenue tous les jours. Ah oui. Parce que j'avais et qu'il fallait les utiliser, quoi. Ah bah oui. Et du coup, j'ai donné énormément de choses. En faut trier, oui, moi aussi. Ouais. Ça m'arrive de donner des vêtements. Et il y a des trucs que oui, ça m'arrive de plus mettre. Parce que généralement pas parce que ça me plaît pas, mais parce que je me sens vraiment plus bien dedans.
tout d'un coup, ça s'est mis à renvoyer une autre image de moi-même que Oui, celle que ça renvoyait au départ quand j'avais mis le vêtement la première fois. oui, oui, je vois bien. On arrive sur une conclusion que j'ai appelée « Et maintenant ?» Est-ce que tu as des conseils à donner? Qu'est-ce que tu aurais aimé voir ou savoir avant? Si le conseil à donner, c'est à des personnes en début de transition, parce que je pense les personnes trans qui en sont à des années du début de leur transition ont plus vraiment besoin de conseils, ou en tout cas on n'en pas à recevoir de ma part. Mais à des personnes qui sont en début de transition, diversifiez au maximum vos sources. Ne vous fiez pas à une ou deux personnes qui brillent un peu et qui sont en train de vous raconter leur expérience personnelle à eux, qui est très intéressante, mais qui ne sera pas votre expérience. Essayez d'aller vers des sources qui compilent un peu du savoir et qui essaient un peu d'objectiviser certains phénomènes sociaux qui se reproduisent, etc., d'expliquer l'ensemble de tout ce qui peut se passer dans une transition et pas juste une trajectoire. Et même quand vous aurez lu cet ensemble, votre trajectoire rentrera probablement pas complètement dans toutes ces possibilités. Donc ça, c'est un conseil ultra important, je pense, et que j'aurais aimé savoir avant. Et ce que j'aurais aimé savoir avant aussi, c'est que pour beaucoup de personnes trans, la transition, c'est quand même heureusement plus de joie que de souffrance. Parfois non, mais souvent. Et donc voilà, essayez. Mais un autre truc, non, essayez, mais laissez le temps au temps aussi. Ouais, Moi, je me rends compte, c'est peut-être choquant pour plein de personnes trans, ce que je veux dire. Je suis beaucoup plus différente de la personne que j'étais à 6 mois du début de ma transition que la personne à 6 mois de ma transition n'était différente de la personne 3 ans avant. ok. C'est-à-dire, il s'est passé beaucoup plus de choses entre 6 mois après le début de ma transition et maintenant que dans les 6 premiers mois. On a l'impression qu'il se passe plein de choses parce que c'est violent. Mais c'est pas le moment où la vie change le plus. Enfin, notamment quand on fait une transition classique, binaire, d'homme à femme, et que on fait une transition médicale. Tout ça, il se passe quand même un truc assez hallucinant qui est le moment où on commence à avoir du passing, qui est un moment qui arrive à peu près tout le monde, même si on croit que c'est pas le cas. Enfin, j'exagère peut-être, mais enfin, on croit que c'est pas le cas au début, que c'est pas le cas, euh, mais ce moment-là, en fait, où on change dans le regard de la société, et pas seulement dans le regard de son entourage le plus proche, quand bien même il est bienveillant, on a du mal à l'anticiper avant, je pense. Il est complètement fou ce moment. Enfin, en tout cas, pour moi, il a été complètement fou. Et je pense qu'on le dit pas assez, à quel point ce moment de bascule est vraiment très important, au moins autant que le moment où on décide de transitionner. Parce que c'est le moment où la boulangère te dit bonjour madame, quoi. Ce qui est. Enfin, c'est pour ça que tu transitionnes, entre guillemets, quoi. Enfin, en tout cas, c'est pour ça que j'ai transitionné, c'est pour que la boulangère me dise bonjour madame. Et ce moment-là, il arrive au bout d'un certain temps. C'est pas toujours aussi spécifique pour tout le monde, mais oui. Non, mais oui, j'extrapole peut-être un peu mon propre vécu pour le coup, mais voilà, ce moment-là, il est. Non, je connais pas ta boulangère en fait. Oui. Non, et par ailleurs, j'ai pas eu la même boulangère depuis que j'ai décidé de transitionner. J'ai changé beaucoup plus souvent de boulangère que je n'ai changé de genre. Euh, Où est-ce qu'on te trouve? Eh ben, on me trouve alors déjà sur mon compte Twitter en tapant Gilles Maudroyer. On me trouve aussi sur mon site internet en tapant Gilles Maudroyer sur Google ou sur n'importe quel autre moteur de recherche mieux que Google ou moins bien. Si vous avez envie d'utiliser des moteurs de recherche moins bien que Google encore, vous Donc d'un pouvez. côté il y a DuckDuckGo, de l'autre il y a Yahoo. Allez-y. Voilà, c'est ça. Et bah voilà, c'est déjà pas mal. Et j'ai une petite newsletter aussi que vous trouverez sur mon site que j'ai lancé il y a pas longtemps, qui s'appelle Majeur, mais qui a un projet qui évolue très vite. On va voir ce que ça donne. Peut-être que ça évoluera vers quelque chose de plus gros, peut-être que ça évoluera vers en fait c'était pas une bonne idée. Mais abonnez-vous quand même. J'ai trouvé ça très intéressant à lire. C'est quelque chose qui te prend beaucoup de temps. Bah c'est quelque chose qui l'air de rien prend pas mal de temps. Et peut-être j'ai été un peu ambitieuse parce que j'ai lancé ça pendant les vacances, qui est un moment où je surestime toujours le temps que je vais avoir pendant les périodes de travail. Donc on va voir. Je vais repenser un peu le format.
pour en faire quelque chose de bien, j'espère. Mais vous pouvez déjà vous abonner. Allez vous inscrire. Ça m'a fait très plaisir de répondre à tes questions et puis des fois d'aller un peu plus loin aussi parce que je parle beaucoup et du coup c'est assez long. Mais si vous nous avez écoutés jusque-là, bravo! Merci Jill d'avoir partagé avec nous autant de ton histoire et de tes combats. Je te souhaite toutes les réussites possibles. Je sens que ça sera une bonne chose pour nous tous et toutes. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Je suis émue d'avoir accompli ce premier épisode et j'espère que vous l'avez trouvé intéressant, revigorant, motivant. Je suis certaine que les 6 aussi ont beaucoup à apprendre en écoutant Jill, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous. Mettez des pouces, des likes et des étoiles partout où vous pouvez. Pour finir, souvenez-vous que vous êtes digne d'attention. Si vous pensez être seul au monde, que tout le monde s'en fout ou personne ne comprend, il y a une communauté prête à vous soutenir et qui n'attend que vous. N'ayez pas peur d'appeler à l'aide. Que ce soit ici ou ailleurs, continuez à écouter nos voix trans.